Moins 20% sur Michelin depuis ces dernières semaines, simple ralentissement ou catastrophe majeure, le leader du pneu est en train de se retourner. On va comprendre dans cette vidéo qu'est-ce qui se passe et si oui ou non Michelin reste une opportunité d'investissement pour votre portefeuille. Hop, nous voici sur le graphique de Michelin et on voit qu'effectivement, donc depuis 2023, on a quand même eu une sacrée hausse étant donné l'augmentation significative du chiffre d'affaires qu'il y avait eu, c'est-à-dire suite post-Covid, comme on avait pu le voir dans certaines vidéos sur Mersen, sur Stellantis, on a su que le marché automobile expandu de manière très considérable. Maintenant, on fait peut-être face à une certaine normalisation de ces ventes. On va essayer de le comprendre ensemble. J'ai déjà fait une vidéo sur Michelin le 29 novembre 2023, donc on est un petit peu moins d'un an après, donc on a cette actualisation de Michelin, on est toujours sur le Q3, et voici, donc on va aller tout de suite quand même regarder un petit peu la finance sur TradingView pour essayer de voir un petit peu comment s'en sort l'entreprise. On voit que, bizarrement, depuis le H2 2023, donc on a une baisse du chiffre d'affaires, par contre, on a une augmentation des marges. Alors, pourquoi? C'est simplement, vous le voyez ici, le revenu hors exploitation qui avait quand même pas mal baissé. Maintenant, par rapport au H1 2023, on voit quand même qu'on a une augmentation. Alors pourquoi est-ce qu'on a baissé en dépréciation? On voit que ce n'est pas le cas, on a une baisse dans les coûts des marchandises vendues. Donc potentiellement, on a une baisse du cours du caoutchouc, qui est une des premières matières premières pour la création de pneus de chez Michelin. On va regarder sur les dernières années, on a à peu près une croissance qu'on pourrait donner entre 7 à 8% par an sur de la vente de pneus. Pour une entreprise qui est valorisée en moyenne à 10 à 15 fois ses bénéfices, c'est une assez bonne croissance. Maintenant ça, on l'avait déjà vu dans la précédente vidéo. Nous, on va aller regarder un petit peu plus loin. Avec le bilan, on regarde qu'on total d'actifs qui augmente de manière très significative, un total d'avoir qui a pratiquement fait plus de 50 à 60% sur seulement 6 ans, ce qui est extrêmement bon pour nous, plus 10% à peu près par an. On a une dette totale par contre qui a fait x3. Alors évidemment, on voit qu'on est en train de diminuer progressivement, sauf pour le dernier semestre, vous le voyez ici. Alors qu'est-ce qui catégorise cette augmentation de la dette? Est-ce que c'est par exemple un fonds de roulement qui a été négatif, et on a eu besoin d'emprunter pour pouvoir continuer à faire face à nos coûts et à nos charges, ou simplement pour de la croissance? On va essayer de comprendre ça. On va aller regarder ça tout de suite dans le cash flow. Donc qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qu'on gagne? On le voit sur les années en 2023, le cash lié aux activités d'exploitation était extrêmement bon. Pourquoi? On a eu un fonds de roulement qui était positif sur cette année. Maintenant, on va le regarder de manière semestrielle. On voit qu'effectivement, le fonds de roulement repart de manière négative. Donc on a la dépréciation, le revenu net est de 1,16 milliard, et ensuite on a une baisse de 600 millions du fonds de roulement, surtout une variation des inventaires, ce qui est tout à fait normal, étant donné qu'aujourd'hui on est sur une certaine normalisation, c'est-à-dire que les constructeurs commencent à leur dire « Écoutez les gars, vous êtes bien sympas, mais nous, on va quand même vous en prendre un petit peu moins des pneus cette année. » Voilà, on va essayer de garder, on a quand même un inventaire, on a peut-être 100 000 pneus actuellement chez nous, on pense que comparé à l'année dernière, on en avait 200 000, et cette fois, on va rester sur 100 000. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on a pu le voir dans l'alcool, en fait, suite aux craintes de récession, tous ces produits-là, les produits de consommation discrétionnaire, comme peut l'être la voiture, en tout cas pour certaines personnes, évidemment, il y a des gens pour qui la voiture est un besoin important, comme les pneus, mais il faut aussi se rendre compte qu'on peut attendre, ce n'est pas forcément un besoin immédiat. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? On voit qu'on a une dépense d'investissement qui est extrêmement importante. Ce qui fait que si on regarde sur l'année, pour en moyenne un cash lié aux activités d'exploitation qu'on peut donner entre 2,5 et 3,5 en moyenne, à part pour l'année dernière qui était extrêmement bon, 2,5 et 3,5 pour une dépense d'investissement qui se retrouve à être à 2, peut-être même à 2,5 aujourd'hui, on est quand même sur plus de 70% de l'argent qui part en CAPEX. Maintenant dans ce CAPEX, il faut savoir quelle est la part de l'OPEX et quelle est la part du capital de croissance. On va essayer de le regarder dans les rapports d'investissement. Et ensuite, dans le cash lié aux activités d'investissement, on voit qu'on a quand même une émission et retrait de la dette en 2023. Mais semestriellement, vous le voyez ici, on a une émission de la dette. Pourquoi? Ici, on le voit, on a 1,74, on va aller dépenser 1,14 et ensuite, on va aller verser des dividendes. Donc évidemment, on n'avait pas cet argent-là. Pourtant, on a aussi fait du rachat d'actions, c'est-à-dire que Michelin pense potentiellement qu'elle est sous-évaluée. On a 186 millions de rachats d'actions, potentiellement un programme qui était déjà annoncé depuis l'année dernière, qui avait été approuvé sur l'Assemblée Générale 2023, donc qui a pu avoir eu lieu, et ensuite un versement du dividende qui a aussi augmenté par rapport au H1, on va le regarder ici, et on a un rendement du dividende qui est passé de 1,25 à 1,35, et donc un rendement
en dividende qui a baissé, qui est passé de 4,80 à 4,19 étant donné que le cours d'action a pratiquement pris 50%. Pourquoi est-ce que Michelin s'est permis d'augmenter son dividende? Potentiellement parce qu'elle pense qu'elle va avoir une augmentation de ses revenus. Comme on peut le voir ici, on pourra avoir un revenu net à 4,33 € par action, ce qui vous ferait un rendement d'à peu près 15% sur votre coût d'acquisition. Maintenant, comme on a pu le voir, on a une dépense d'investissement qui est quand même de 70% à ce niveau-là, ce qui est quand même extrêmement élevé. Alors évidemment, dans les 4,33 €, ce qui est bien, c'est qu'on ne prend pas en compte la dépréciation. On va aller le regarder ici sur une année. On a à peu près, donc en dépréciation et amortissement, 2 milliards pour une dépense d'investissement d'à peu près 2 milliards, ce qui fait qu'en moyenne, en fait, notre revenu net est égal à la réelle rentabilité du business. Quand on voit le Michelin qui sur l'année va faire, voilà, vous le voyez ici, environ 2 milliards de revenus nets, et bien en fait, dans le cash flow, vous allez voir qu'effectivement, c'est à peu près ce qui va lui rester, sans prendre en compte le besoin en fonds de roulement. Alors évidemment, comme on a pu le voir, chaque année, le besoin en fonds de roulement est négatif, sauf pour l'année dernière. Donc maintenant, pourquoi est-ce qu'il est négatif, pourquoi est-ce qu'il est positif? Il faut essayer de le comprendre dans le DU. Est-ce qu'on a des charges à les récupérer? Est-ce qu'on a un inventaire qui est très très important? Est-ce qu'on arrive à faire du déstockage, etc. C'est des informations qu'il faut aller regarder. Maintenant, on va aller regarder un petit peu plus loin. Ici, le communiqué de presse du 23 octobre. Et pourquoi est-ce que l'entreprise a fait moins 10% sur cette journée? On le voit ici, les ventes du groupe reflètent une première monte en repli sur l'ensemble des activités et des contraintes conjoncturelles sur le segment des spécialités, ainsi qu'une amélioration continue du mix du prix. Donc, c'est-à-dire que le marché est en pleine normalisation. On le voit ici, donc c'est ce qu'on nous dit ici, demande normalisation après la pause du Covid. On va aller regarder un petit peu plus bas et regarder à peu près tous nos volumes. Et donc ici, on voit sur les voitures, sur les camions, sur les matériels agricoles. Donc on a 3 types de revenus. On voit que sur les 3 types de revenus, ce qui a baissé le moins, c'était la voiture individuelle. Ce qui est quand même assez rare, parce qu'il faut se dire que c'est là-dessus où il y a eu une vraie pause. Maintenant, sur la baisse par rapport aux camions et aux poids lourds, on est sur une baisse de 4,6% en organique, et sur la baisse par contre du matériel agricole, des poids lourds, de la chimie, des avions, etc., là on a une réelle baisse de 9,1%. Que ça soit au niveau des avions, on l'a vu, c'est-à-dire qu'à part peut-être pour Vinci Aéroport qui a réussi en 2023 à récupérer le nombre de passagers qu'elle avait avant le Covid, pour la plupart des compagnies aériennes ou plus simplement pour les entreprises qui possèdent des aéroports comme ADP, Aéroport de Paris, vous avez vu que la fréquentation de ces endroits ont drastiquement chuté depuis le Covid et n'ont pas réussi à retrouver leur niveau. Maintenant, on va aller regarder un petit peu plus loin. Pourquoi est-ce que les marchés sell pneus ont progressé au cours de la période, amplifiés par les importations importantes des pneus asiatiques, vers le marché du remplacement? Pourquoi est-ce que le marché asiatique, nous, Michelin en tout cas, n'arrive pas autant à le pénétrer? Tout simplement parce qu'il faut aller regarder aussi, un pneu Michelin va coûter au minimum 80 €, voire plus, et quand on est dans des pays où le revenu par habitant va être de 200, 300, 400 € par mois, en fait, évidemment, ils n'ont pas la capacité de pouvoir acheter des pneus Michelin. Donc, ces gens vont se tourner basiquement vers d'autres types de pneus, comme il y a pu avoir en Afrique, comme il y a pu avoir au Latam, et comme il y a aussi en Asie. Maintenant, vous avez aussi le constructeur Bridgestone, qui est lui japonais, qui est le 2e vendeur de pneus au monde. J'ai déjà fait une vidéo dessus, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la regarder. Michelin sont passés devant eux il y a un peu plus de 2 ans, et donc on le voit ici, les marchés des poids lourds hors Chine reflètent une croissance économique modérée et sont amplifiés par des importations massives de pneus asiatiques en Amérique du Nord au premier trimestre. En première montée, la demande est restée en retrait tout au long de l'année et au 3e trimestre a chuté de 23% en Europe et de 14% en Amérique du Nord. C'est-à-dire que là, vraiment, sur ce dernier trimestre, on a eu une vraie baisse. Les ventes des 9 premiers mois s'établissent à 20 milliards, en baisse de 3,4% à taux de change constant, et la performance du groupe sur les segments les plus générateurs de valeur se traduit par une amélioration du mix, une amélioration du prix auquel on les a vendus. Donc les volumes ont baissé de 5,3%, moins 7,1% pour tout le trimestre, et donc vous l'avez vu, l'effet mix poursuit sa progression en atteignant désormais 2%. Donc vous faites voilà, 5,3 moins 2%, on arrive à 3,3, ce qui est effectivement la baisse à taux de change constant qu'on a pu observer. C'est-à-dire qu'on arrive toujours à augmenter nos prix, on a cette capacité-là, sans techniquement baisser à nos volumes. Maintenant, c'est peut-être une information qu'on n'a pas. C'est-à-dire que peut-être que cette augmentation de 2% a effectivement pesé sur nos volumes. L'effet prix s'atténue à 0,3%, devenant positif au 3e trimestre, après un semestre affecté par des clauses d'indexation sur les prix de l'inflation,
ce qui est tout à fait normal. La guidance annuelle ajustée, au vu du nouveau scénario prévisionnel pour les marchés, les volumes de vente annuels sont prévus dans la fourchette de -6 à -4%. Et donc la guidance 2024 est ajustée de la manière suivante. Le résultat opérationnel sera de 3,4 milliards à taux de change constant, et le cash flow libre avant acquisition supérieur à 1,7 milliard, contre plus d'1,5 milliard précédemment. C'est-à-dire qu'on a une augmentation techniquement de notre cash flow libre. Maintenant, on voit que la stratégie continue d'avoir des effets positifs et la résilience du groupe se renforce, ce qui est quand même assez le cas. Il faut se rendre compte qu'une entreprise de taille leader, comme peut l'être Michelin, avec une baisse seulement de 3,4%, quand il y a une totale normalisation et une baisse de 23% des commandes chez Stellantis, une baisse de plus de 15% chez Tesla, etc. Et donc on voit pourtant Michelin qui arrive continuellement à s'en sortir, à faire preuve de résilience. On voit que c'est extrêmement bon pour nous. Maintenant, les ventes, voilà, vous le voyez par secteur, on a une totale de -4,6% en organique et 3,4% à taux de change constant, ce qui fait que Michelin est une des seules entreprises où les FX ont un effet positif. Ici, ça c'est une information plus intéressante à prendre en compte. L'évolution des marchés pneumatiques, là par exemple pour le tourisme de camionnettes, on voit que le remplacement est quelque chose qui récupère beaucoup plus de pourcentage que les premières montées. Ça on l'a vu, les ventes de voitures neuves sont en retrait. On a une certaine normalisation, même plus qu'une normalisation, une baisse conjoncturelle, et le remplacement, lui, par contre, continue d'avoir un intérêt. En Chine, par exemple, bon, on voit que ça n'a pas l'air d'être le cas, bon, de toute façon, en Chine, on en a assez parlé, je pense, dans les précédentes vidéos, mais donc vous voyez quand même que le marché du remplacement du pneu, je ne pense pas forcément que dans le tourisme de camionnettes, mais surtout dans la plupart des marchés, reste une opportunité pour Michelin, ce qui est assez bon, ce qui leur permet d'avoir de 1, on a le price mix, de 2, on a le remplacement, ce qui permet au groupe d'être extrêmement résilient, même en temps de récession. Vous le voyez ici, la demande mondiale est en retrait de 3% par rapport à la même période, la baisse la plus marquée est en Europe, tandis que l'Amérique du Nord -1%, et la Chine affiche plus 1%. Donc là, on est sur la première montée. Et le remplacement, vous voyez que la demande mondiale est en hausse de 3% par rapport au 9 premiers mois, avec une troisième trimestre en ligne, pareil, plus de 3%. Et en Europe, par contre, le marché à fin septembre est en hausse de 7%, dont 8% sur le troisième trimestre, qui confirme ainsi la dynamique du premier semestre dans un contexte d'import en provenance d'Asie toujours aussi élevé. La hausse du marché est soutenue, en particulier par la relative faiblesse de l'OE et un bon démarrage du sell-in pneu hiver. Pourquoi? Est-ce qu'il y a potentiellement eu une condition météo différente? Est-ce que les pneus aujourd'hui, voilà, en fonction des routes, en fonction, etc., il y a beaucoup plus d'intérêt à aller remplacer ces pneus? Est-ce que Michelin a réussi à sortir des pneus qui sont tellement avant-gardistes que tout le monde les veut et on se les arrache? C'est des informations qu'on ne pourra pas trouver dans les rapports trimestriels, qu'on pourra uniquement trouver dans les questions-réponses avec les analystes et surtout dans les rapports annuels avec la vraie stratégie du groupe. Donc ensuite on a les activités de spécialité et le groupe, et donc on voit ici le besoin d'équipement en pneus miniers reste soutenu sur le long terme par des besoins croissants d'extraction de minerais. Et les deux roues, après une année 2023 en net repli suite à la forte activité post-Covid, le marché reste fragile, particulièrement sur le segment vélo, où les activités de la première montée sont en difficulté, et les deux roues motorisées, après un premier semestre pénalisé par les mauvaises conditions météorologiques, maintenant, bon ça, où est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on parle uniquement en Europe? Est-ce qu'on parle uniquement en Amérique du Nord? On a l'air de parler en Europe et en Amérique du Nord. Voilà, sur les autres marchés, les polymères Composite Solutions, activité aux multiples verticales, la demande mondiale est toujours dans une phase de normalisation, c'est-à-dire que sur nos produits de spécialité qu'on vend beaucoup plus cher avec une plus grosse marge, on est pareil sur une normalisation. Ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, Michelin, quand même, comparé à tous les autres concurrents, maintenant il faudra faire une part et aller regarder Pirelli, aller regarder Bridgestone, aller regarder Goodyear, donc les 4 acteurs pour comprendre si est-ce qu'on est face à une réelle normalisation, face à une baisse conjoncturelle ou plus simplement Michelin qui s'en sort moins bien que les autres, ou potentiellement Michelin qui s'en sort beaucoup mieux que les autres. Je vous laisse aller faire vos propres recherches, ce serait une information très importante. Si vous avez des informations relatables à Michelin, n'hésitez pas à les partager en commentaire. C'était Maxime, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à ma chaîne, et moi je vous dis à bientôt.